pour votre invitation. Je vais essayer de manière aussi brève que possible de procéder à un commentaire de ce qui vient d'être dit et à mon tour de faire quelques propositions. Je veux juste faire un petit point préliminaire concernant le titre même de cette réunion depuis ce matin, qui s'appelle « Repenser la République ». Repenser la République, c'est donc un concept. Il ne s'agit pas de la Ve République, mais de la Res Publica. Et puis, parler de la démocratie. Sans doute n'ignorez-vous pas que dans la tradition aristotélicienne, démocratie, c'est le régime corrompu de la République. Certes, nous ne sommes plus au IVe siècle avant notre ère, et par conséquent, je ne m'appesantirai pas sur cette différence, mais je tiens quand même à rappeler que la République, telle que nous la concevons aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, disons depuis 1792, date à laquelle la première République a été instaurée en France, notre conception de la République n'est évidemment plus celle des Grecs du temps d'Aristote, et notre conception de la démocratie n'est pas non plus celle que voyait Aristote, c'est-à-dire le gouvernement par la plèbe. Donc, ce qu'il m'est imparti de faire, c'est de réfléchir avec vous aux institutions de la Ve République, puisque c'est bien de celle-là qu'il vient d'être question. Repenser ces institutions ne me semble pas une mince affaire. D'abord parce que lorsqu'on parle de la Ve République, il convient de se souvenir des conditions très particulières dans lesquelles cette République a été créée. Rappelons-le, elle est créée sur un coup d'État. Elle est créée sur un coup d'État et elle a pour fonction, pour but, de redonner de la puissance à l'État, de la puissance à l'exécutif, contre un parlement, contre des partis politiques qui, sans doute, est-ce la plèbe, qui gouvernent depuis au moins 1946, voire depuis 1875, plus précisément 1884. Donc, n'oublions jamais d'où elle est née, cette Ve République, comment elle est née et pour qui la Constitution a été faite. Elle a été faite pour un homme, De Gaulle, et depuis lors, elle se poursuit avec certes un nombre impressionnant de révisions qui ont certes amendé certains aspects, mais qui fondamentalement n'ont pas changé l'essentiel de nos institutions et en particulier l'importance accordée au pouvoir exécutif et plus précisément au président de la République, pouvoir renforcé de manière extrêmement forte par le référendum inconstitutionnel au passage de 1962 sur l'élection du président de la République au suffrage universel. Ça, c'est la première grande faute, serais-je tenté de dire, la première chose à laquelle il faudrait remédier. Et puis, il y en a une seconde, hélas, c'est la révision de 2000, celle qui a réduit le mandat de 7 ans à 5 ans, et qui, outre cela, a inversé le calendrier électoral. Grâce à quoi?
nous trouvons dans cette situation magnifique où le président de la République, effectivement, est quasiment tout puissant, disons qu'il a de très fortes chances, sauf cas exceptionnel d'accident, il a toutes les chances évidemment de faire son mandat jusqu'au bout, avec une majorité qui est très très probablement de la même couleur politique que lui-même, puisque l'élection législative a lieu après sa propre élection. Donc, les deux éléments en question, élection au suffrage universel direct, et coïncidence des deux élections législatives et présidentielles, sont de nature à renforcer le pouvoir, la prééminence du président, sans pour autant, bien sûr, que sa propre responsabilité ait été accrue le moins du monde. Ça, c'est le premier point. Un deuxième élément me semble tout à fait important, et celui-là, effectivement, se distingue de ce qui s'est passé en 58 ou en 62. Aujourd'hui, c'est l'emprise de l'image, l'emprise des éléments de langage. J'adore cette formule merveilleuse qu'ont inventée les communicants. Bref, autrement dit, la communication qui aujourd'hui se substitue à la réalité de l'action, de l'inaction des gouvernants. La com et le tweet à la place de l'information au sens noble, qui noie le public sous un fatras d'informations entre guillemets, qui remplace le débat d'idées. Tout ceci dans un changement de monde, puisque notre monde est non seulement ouvert, mais parce qu'il est ouvert et que désormais la valeur de l'individualisme est considérée comme une valeur supérieure, en même temps, ceci conduit au repli sur soi, la compétition qui est liée à la valeur d'individualisme, contrairement à une société de type holiste, aggrave les choses et de ce fait, nous assistons très fortement, hélas, on le voit tous les jours, à un affaiblissement de la solidarité entre les citoyens. Et quand je dis citoyens, je n'utilise pas le terme lié à l'existence de la carte d'identité nationale, mais au fait que de la population qui vit sur notre territoire, qu'elle soit ou non française. Donc, pour tous ceux qui vivent sur notre territoire, la solidarité devrait être un principe majeur de notre vie commune. Alors, avant d'envisager les moyens qui permettraient de rééquilibrer le poids respectif des pouvoirs exécutifs et législatifs et celui des citoyens, quelques remarques sur les propositions élaborées par votre commission institution. C'est avec raison que vous souhaitez améliorer la représentation des citoyens, mais aussi accroître le contrôle sur les élus et sur l'application des lois. Le mode de désignation des élus me semble être au cœur des propositions que vous avez formulées. Vote de valeur pour l'élection présidentielle, tirage au sort pour une partie des députés. Par ailleurs, mais il me semblerait que ceci ait été supprimé. Il me semble que dans une version initiale, vous parliez de la transformation du Sénat. Bon, je n'en parlerai pas. Et également, et j'en parlerai, de la composition du Conseil constitutionnel. Ce sont les points sur lesquels, personnellement, j'aurais certaines critiques à formuler. Sans entrer dans trop de détails, je constate qu'en dépit du souhait en faveur d'une responsabilisation accrue des citoyens,
propositions concrètes n'y conduisent pas. En particulier, le tirage au sort exclut les citoyens du choix de leurs représentants. Ce n'est pas comme ça qu'on va les responsabiliser. Ce procédé, de mon point de vue, consiste en un moyen de dépolitiser l'enjeu et de s'abstraire des opinions sans que soit par ailleurs assurée une meilleure représentativité des citoyens. Et ça, c'est quand même un peu problématique, en tout cas de mon point de vue. Quant au vote de valeur, il conduit également pour d'autres raisons techniques. Bon, je ne vais pas expliquer en détail comment fonctionne le vote de valeur, mais il conduit aussi, dans une certaine mesure, à neutraliser les préférences politiques en visant à faire des choix consensuels, ce qui ne signifie pas qu'ils soient in fine plus représentatifs de l'opinion publique. En effet, quand je dis dépolitiser, il y a un vrai problème. Si aujourd'hui on est dans une société où ce qui compte c'est l'image, la course, l'écurie présidentielle avec les chevaux qui courent en espérant chacun être le premier arrivé au poteau, le vrai problème c'est celui des opinions au sens fort du terme. Les opinions, elles ne se traduisent pas à travers le portrait d'un bonhomme ou d'une bonne femme. Ça se traduit dans des programmes politiques, et pas, encore une fois, dans une image, qu'elle soit dans Gala, dans Match ou dans le Nouvel Obs. Donc, à partir du moment où vous choisissez des modes de sélection des candidats qui soient en dehors d'eux, le tirage au sort évidemment, mais même le vote de valeur, parce que le vote de valeur, en réalité, il ne va pas se faire spécifiquement sur le programme que défend Monsieur X ou Madame Y. Il va se faire sur sa jolie coiffure, tiens, sa femme, elle est pas mal, et puis il est allé faire un beau voyage, et tiens, il a une tête sympathique. La politique, c'est pas ça. En tout cas, pas pour moi. La politique, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose, encore une fois, où l'on débat fondamentalement d'idées, d'opinions, et ces opinions, bon, elles peuvent se classer sur un échiquier politique, de droite à gauche, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mais c'est ça la politique. C'est pas, encore une fois, faire des désignations sur la belle tête ou la pas belle tête de quelqu'un. Donc, je ne suis pas totalement d'accord, et même pas du tout d'accord, avec vos propositions concernant la manière de choisir nos représentants. Alors, vos propositions concernant le Conseil constitutionnel me surprennent également un petit peu. S'il est absolument nécessaire d'exclure les anciens présidents de la République du Conseil, bon, c'est une évidence. D'ailleurs, Monsieur Debré, pendant les quasiment 9 ans de sa présidence à la tête du Conseil constitutionnel, s'est époumoné à dire qu'il fallait que les anciens présidents sortent. Bon, c'est pas très facile à faire, d'autant qu'à l'heure actuelle, il y en a un qui siège. Ça permet de récupérer l'indemnité. Donc, si cela me semble totalement évident, en revanche, je suis un petit peu surprise lorsque vous dites qu'il faudrait prévoir institutionnellement la présence des membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation. D'ailleurs, je vous signale qu'il y a un ex-magistrat de la Cour de casse et un ex-conseiller d'État qui effectivement y ont été nommés. Vous y ajoutez un membre de la Cour des comptes. Je pense que les membres des grands corps sont déjà suffisamment présents dans un nombre invraisemblable d'institutions dont la plupart est ignorée du grand public. Précisons-le, mais ce n'est pas parce qu'elle est ignorée du grand public
République que cela n'existe pas. Donc je pense qu'il n'est pas absolument nécessaire de prévoir en plus qu'ils aient une place institutionnelle au Conseil constitutionnel. En revanche, il serait éminemment souhaitable que le Conseil constitutionnel ne soit effectivement peuplé que de juristes venant de toutes les professions juridiques, avocats, magistrats, profs de droit, n'importe quel juriste, mais des juristes, d'autant que le Conseil constitutionnel pourrait, de ce fait, remplir au mieux sa mission, qui est fondamentalement la mission d'une juridiction qui devrait, à terme, être une Cour suprême. Mais ça, c'est un autre problème que je n'aborderai pas ici. S'il y a des membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation, nous l'expliquerons à la sortie. Donc, je pense que faire appel aux membres des grands corps, ce n'est certainement pas un moyen de favoriser ni la diversité sociale, ni la diversité professionnelle au sein du Conseil constitutionnel ou d'ailleurs d'autres organes. Alors en revanche, bien entendu, le statut des élus, l'interdiction du cumul et de la succession du cumul dans le temps, pour l'ensemble d'ailleurs des représentants, c'est-à-dire les députés, les élus régionaux, les élus municipaux, les élus départementaux, zéro cumul, me semble une excellente chose, et même une nécessité, parce que ça renforce la démocratie. Par ailleurs, le renforcement du contrôle sur les conflits d'intérêts me semble également tout à fait pertinent, et l'inéligibilité de ceux qui ont été condamnés pour des faits accomplis pendant leur mandat me semblerait une mesure des plus raisonnables. Je regrette quand même que les électeurs ne semblent pas chagrinés lorsque un de leurs élus a été condamné, qu'il ait le droit de se représenter, les électeurs se précipitent et votent pour lui ou elle. J'aime mieux ne pas aller vérifier les conditions dans lesquelles ces votes sont obtenus. Alors, quelle solution est possible pour le renouvellement des institutions? Je l'ai déjà dit, de mon point de vue, la personnalisation, la pipolisation médiatique s'est substituée au programme politique et que les shows télévisés, les prises de parole continues des gouvernants tiennent lieu d'action, et c'est à cela, me semble-t-il, qu'il faut remédier. Alors, le président de la République, tout d'abord. Son élection occupe la classe politique et les médias pendant pratiquement toute la durée du mandat. Du jour où il est élu, dès le surlendemain ou à peu près, on s'interroge pour savoir si c'est lui qui vient d'aller de nouveau ou si ça va être un autre. On se demande quel est l'intérêt de cette manœuvre. L'élection présidentielle aiguise les appétits et favorise la mise en scène des égaux. Évidemment. Je ne parle pas d'égalité. Donc, comment remédier à cela? Eh bien, tout simplement en renonçant à l'élection au suffrage universel direct. Et en revenant à un mandat de 7 ans, un mandat, un seul. Si vous n'en avez qu'un, vous travaillez pour l'intérêt général pendant votre mandat. Vous n'êtes pas là avec la petite sucette pour la prochaine fois. Si de surcroît, vous n'êtes pas élu par le peuple souverain, mais par ses représentants, alors on peut prendre le système des grands électeurs, style élection présidentielle initiale dans la Constitution de 1958, bon, eh bien vous aurez un président qui, de mon point de vue, ne doit être rien d'autre que le symbole de l'unité nationale
et avoir des pouvoirs extrêmement limités, c'est-à-dire les pouvoirs symboliques, les pouvoirs protocolaires, mais pas de pouvoir politique au sens fort du terme. Alors il paraît que ça c'est absolument épouvantable, que jamais les Français n'accepteront de renoncer à cette merveilleuse élection qui a lieu tous les 5 ans et qui, de mon point de vue, a complètement faussé la vie politique de notre pays. Élections législatives. Il faudrait d'abord réduire le nombre de circonscriptions et donc de sièges à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas sûre que 577, ça soit absolument indispensable. Ça marchait aussi bien avant, quand il y en avait 120 de moins. Bon. Ça, c'est un point. La question de savoir comment ils doivent être élus, c'est-à-dire quel est le mode de scrutin qui permette la meilleure représentation de la diversité des opinions, cette question est plus compliquée. Si l'on veut être véritablement démocratique, c'est-à-dire avoir la véritable représentation de l'ensemble des opinions, il n'y a qu'un seul système, c'est la représentation proportionnelle dans une circonscription unique, ça veut dire France entière. Ceci, évidemment, a certains inconvénients, quoique il suffit de mettre un seuil, autrement dit 5% ou 7,5% ou 10%, peu importe, un seuil en dessous duquel, enfin, si vous n'atteignez pas le seuil des, disons, 10%, peu importe, 10% des suffrages exprimés n'ont pas été obtenus par un candidat, eh bien, il est éliminé, c'est-à-dire il ne peut pas, ses voix sont perdues. Enfin, ça, c'est un des moyens. Et encore une fois, personnellement, je considère que dans la situation actuelle, il est parfaitement anormal. Et vous vous doutez bien que ce que je vais dire n'est pas l'expression d'une préférence politique, mais je considère parfaitement anormal que les 25% de la population française qui votent pour le Front National ne soient quasiment pas représentés à l'Assemblée nationale. Je ne dis pas que ça me ferait plaisir qu'il y en ait plus, mais du point de vue de la démocratie, eh bien, ceci est parfaitement anormal. Et évidemment, aujourd'hui, c'est ce parti qui est concerné, mais demain, ça pourrait être n'importe quel autre parti. Évidemment, il y a une autre possibilité. Alors, l'avantage aussi de la RP, de la représentation proportionnelle, puisque ce sont des listes, c'est évidemment une dépersonnalisation des représentants. Autrement dit, vous ne votez pas pour un individu, X, monsieur X, madame Y, etc. Bien sûr, ce sont des personnes qui sont sur les listes, mais en fait, vous votez effectivement pour un programme, mais pour un parti. Et après, puisque c'est évidemment le parti qui classe les individus dans l'ordre de la liste. Mais ça dépersonnalise quand même beaucoup le scrutin. Alors il y a un autre moyen, qui est le mode de scrutin qui est adopté en Allemagne pour le Bundestag, et qui est un mode de scrutin extrêmement intéressant, qui est mixte, si on peut dire, puisque chaque électeur a 2 voix. Il vote d'une part pour des candidats qui sont bien sûr répertoriés avec leur parti, donc vote scrutin majoritaire uninominal un tour, et la deuxième voix que possède chaque électeur sert à voter pour des listes. Et donc, pour des listes, et évidemment les personnes, bon, à la fin, ce sont les listes
c'est en fonction des voix qu'ont obtenu les listes que les sièges sont attribués. Et donc, vous avez des élus de la première voie, donc ceux qui sont X, Y, Z bien déterminés, qui siègent en fonction donc de ce que la liste de leur parti a obtenu. Alors ce système est assez intéressant puisqu'il combine d'une certaine manière à la fois la représentation proportionnelle et une certaine personnalisation, c'est-à-dire que les candidats sont quand même plus connus que quand vous n'avez que la liste. C'est un des moyens. J'avoue que mon inventivité n'est pas extraordinaire et que je n'ai pas trouvé le système miracle qui pourrait à la fois être le plus représentatif, le plus intéressant. Bon, donc je m'en tiens à cela. Mais la question, ce n'est pas seulement d'élire des représentants. Il faut aussi que l'Assemblée, je m'en tiendrai à l'Assemblée nationale. Il faut aussi, parce que personnellement, je ne suis pas sûre que le Sénat soit indispensable, il faudrait aussi que l'Assemblée nationale fonctionne un peu mieux. Mais elle fonctionnerait déjà beaucoup mieux si les députés n'avaient rien d'autre à faire que d'être des députés. Autrement dit, de siéger à l'Assemblée nationale et de faire leur boulot, plutôt que d'être dans le département, dans leur circonscription, où c'est très très important. Bon, il faut faire plaisir à l'électeur, rapporter les bonbons, etc., etc. Comme racontait un député sous la Troisième République, qui racontait qu'il devait aller chez la corsetière à Paris parce que la femme d'un de ses électeurs, puisque les femmes n'étaient pas électrices à l'époque, avait besoin de corsets et que comme cette brave dame ne pouvait pas monter jusqu'à Paris, c'est un député qui allait chez la corsetière commander les corsets. Nous n'en sommes plus exactement là parce que nous ne portons plus de corsets, mais il y a des choses qui peut-être s'apparentent un peu à ce genre de course qui est demandé aux députés quand il vient de sa circonscription à Paris. Donc, si le député n'est qu'un député, il aura le temps de faire son boulot à l'Assemblée nationale. Et puis d'ailleurs, il faudrait instaurer le système selon lequel, s'il est absent, un certain nombre d'absences implique réduction de l'indemnité parlementaire. C'est tout. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Les élèves à l'école, s'ils sont absents 3 fois, ils sont sanctionnés. Je ne vois pas pourquoi les députés, eux, peuvent être absents. On leur fera un mot d'excuse. Cela leur permettrait d'ailleurs, en particulier, de faire mieux la loi, puisque le travail principal d'un député, c'est de faire la loi. Faire la loi, ça veut dire, d'une part, auditionner les groupes de pression, les associations, les organisations, les citoyens, lors des auditions en commission, mais c'est aussi, effectivement, prendre la température de ce qui se passe dans le monde, et pas seulement dans la circonscription. Un élu, c'est un élu de la nation. Un député n'est pas l'élu de sa circonscription, il est l'élu de la nation. Donc il pourrait ainsi faire un peu mieux son travail, et je signale d'ailleurs au passage qu'à l'heure actuelle, on constate tout de même qu'au Sénat, le travail législatif est fait mieux qu'à l'Assemblée nationale. Parce qu'ils prennent plus de temps. Parce que, comme ils sont élus au suffrage indirect, ils n'ont pas à rendre compte, si je puis dire, en direct à leurs électeurs, ils n'ont pas besoin de s'occuper du corset, Madame Machin. Donc, effectivement,
ils font mieux le travail législatif, notamment le travail en commission, beaucoup mieux fait au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Donc si les députés n'étaient que députés, ils pourraient faire ce travail correctement et on n'aurait pas besoin d'avoir une deuxième chambre avec la question de la navette, etc., etc. Et finalement, le vote in fine en dernier ressort par l'Assemblée nationale. On aurait peut-être s'abstenir d'avoir un 49-3, qui me semble quand même pas la pratique la plus démocratique. Donc, il y aurait tout bénéfice, effectivement, à procéder de cette manière. Contre le vote aussi de lois ostentatoires, ce que j'appelle les lois ostentatoires, c'est les lois qu'on vote pour montrer, oui, vous voyez, j'ai fait quelque chose, je supprime ceci, je fais cela, décret d'application jamais vu, donc loi ostentatoire, juste pour montrer, hein, c'est de la com, c'est les lois com, eh bien, si dans les 6 mois, les décrets d'application ne sont pas pris, la loi est caduque, terminée, on n'en parle plus. Ça serait une excellente chose. Et ça ferait aussi gagner du temps à l'Assemblée nationale, parce que pendant qu'ils font les lois ostentatoires, ils ne font pas autre chose d'intelligent et d'utile. Et puis, il y aurait peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant, qui serait l'idée que les citoyens pourraient participer aux propositions de loi. Par exemple, les citoyens pourraient déposer une proposition de loi dès lors qu'ils auraient recueilli je dis un chiffre, 500 000 signatures, non pas pour faire un référendum comme ça, c'est prévu, mais pour faire une proposition de loi que l'Assemblée nationale devrait obligatoirement mettre en discussion et inscrire à l'ordre du jour. Ça, ce serait un moyen de faire participer les citoyens de plus près à la loi. Ça ne veut pas dire que la loi serait votée, mais au moins que les citoyens aient la possibilité de proposer une loi, et encore une fois, pas à travers la procédure du référendum dit populaire, mais par le canal de l'Assemblée nationale, car le référendum n'est pas, de mon point de vue, malgré les apparences, une procédure des plus démocratiques, étant donné que généralement, on répond à autre chose qu'à la question qui est posée. Quid du Premier ministre et du gouvernement? C'est bizarre, vous n'avez pas du tout parlé. Ils ont quand même une certaine utilité. Le Premier ministre et le gouvernement, ce sont eux qui doivent conduire la politique et ce sont également eux qui doivent rendre compte de leur action et de leur politique à l'Assemblée nationale et de manière plus large à l'ensemble des citoyens. Alors, dans le système que j'ai présenté, où le président de la République n'aurait plus que des fonctions très limitées, eh bien, le Premier ministre et son gouvernement reprendraient l'ensemble des pouvoirs qu'il n'aurait, à mon avis, jamais dû perdre. Bien entendu, le Premier ministre pourrait toujours être nommé par le président de la République, choisi dans la majorité parlementaire, cela va de soi. Le plus probablement être le chef du parti majoritaire, comme en Grande-Bretagne, comme en Allemagne, etc. Deuxièmement, il conviendrait de limiter le nombre de ministères, des secrétariats d'État. Alors ça, cette proposition, je peux vous le dire, c'est pas Françoise Dreyfus qui l'a trouvée toute seule. Enfin, aujourd'hui, c'est une affaire qui date d'il y a au moins 40 ans, puisque ça fait à peu près 40 ans que le premier rapport sur la taille du gouvernement, etc., a été remis par un membre du Conseil d'État d'ailleurs. Ce rapport, on dit c'est très bien, bravo, merci monsieur, hop, tiroir,
Et depuis, cette proposition a été faite maintes fois, qui était de réduire à 15 le nombre de ministères. 15, ça peut être 17. Enfin, réduire le nombre. 2, ne pas en changer le périmètre à chaque changement de gouvernement parce qu'il faut que monsieur machin ait un petit secrétariat d'État parce que sinon il va pas être content. Donc, limiter cette espèce de ronde, c'est une véritable ronde, des ministres qui changent de ministère, les ministères qui changent de taille, donc ce qui est extrêmement important, c'est que chaque fois qu'on change le périmètre d'un ministère, ce sont des administrations qui sont redécoupées, qui tombent dans l'escarcelle d'un autre. C'est pas, ce qui est important, c'est le décret d'attribution de compétences. C'est pas que monsieur machin soit ministre, je dis n'importe quoi, de l'agriculture ou de la forêt. Ce qui est important, c'est les services administratifs qui dépendent de lui. Or, les services administratifs, ils dépendent d'un ministre en fonction du décret d'attribution du ministre en question. Et quand on redécoupe ça tous les 6 mois, eh bien, ça veut dire que pendant le temps d'ajustement des services administratifs à la nouvelle configuration ministérielle, eh bien, il y a perte de temps, perte d'énergie, etc. Nouvelles habitudes à prendre. Donc tout ça est extrêmement mauvais, parfaitement inutile et totalement improductif. Donc on devrait constitutionnaliser, de mon point de vue, le nombre de ministères et ainsi éviter ce problème que je viens de souligner. Et donc il faudrait, de mon point de vue, en revenir encore une fois, à un régime parlementaire normal, ce qui ne veut pas dire tomber dans les dérives que, effectivement, on a pu connaître notamment sous la 4ème République, c'est-à-dire l'instabilité gouvernementale. Mais l'instabilité gouvernementale, elle est liée à tout un tas d'autres facteurs qui, ne l'oublions pas, ne sont pas absolument liés à la manière dont les institutions sont fabriquées. Ça, c'est un point qu'il convient de souligner. Enfin, le Conseil constitutionnel, j'en ai déjà parlé. Donc, le choix des conseils devrait se faire uniquement parmi les juristes. Et pour le reste, il me semble que le système actuel de nomination, avec la rotation, si je puis dire, de 3 conseillers tous les 3 ans, est un système satisfaisant dans la mesure où il évite effectivement d'avoir une majorité politique qui serait très permanente. Mais surtout, je pense que son rôle doit rester celui d'une juridiction. Il ne faut pas lui ajouter des fonctions, car il doit être une juridiction, et encore une fois, à terme, je pense qu'il devrait être une Cour suprême. Alors, si les institutions apparaissent formellement satisfaisantes, n'oublions quand même pas que leur fonctionnement est tributaire de dynamiques sociales qui varient au cours du temps et des configurations politiques, et que par ailleurs, ce que les sociologues appellent les effets d'institutions, rétroagissent sur le fonctionnement des institutions en question. Autrement dit, les paramètres qu'il faudrait pouvoir prendre en considération sont, pour une bonne part d'entre eux, inconnus, et d'autre part, aléatoires. La question centrale du rapport des citoyens au pouvoir politique est elle-même fluctuante. Le goût pour l'homme fort, le chef, présent dans notre histoire, et l'imaginaire de nombre de citoyens est plus vif en période d'insécurité réelle ou imaginée. Les valeurs républicaines, la démocratie, n'ont sans doute pas le même sens
pour ceux de ma génération, je suis extrêmement vieille, puisque je suis née pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les valeurs qui m'ont été inculquées à moi ne sont sans doute plus les valeurs qu'on inculque aujourd'hui aux jeunes, ou même qu'on a inculquées à ceux qui sont nés pendant les 30 Glorieuses. Et comme cela a été déjà dit au cours de la journée, effectivement, des choses qui nous semblent, à nous les vieux, normales, sont complètement étrangères aux générations plus jeunes qui n'ont absolument pas la même vision du monde, ni les mêmes attentes du politique. Quoi qu'il en soit, le politique reste peut-être pas la plus belle conquête de l'homme, la femme évidemment, mais reste l'un des points centraux de notre vie, et il me semble fondamental que la politique se traduise et s'exprime à travers le débat d'idées, le débat sur les programmes, le débat sur ce qui est fondamental, plutôt que sur des choses totalement anodines qui sont mises en avant à tort et qui ont pour seul, non pas mérite, mais pour seul peut-être but, je ne suis pas complotiste, de faire oublier l'essentiel de ce que sont nos valeurs.